Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de l'année 2017 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Alors cette semaine, outre l'actualité, le suivi de l'actualité avec notre rédacteur en chef Guy Hervier, bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Nous avons plaisir de recevoir le country manager de CA Technologies, Richard Frane. Et je propose qu'on vous échangez avec lui dans quelques minutes, mais qu'on passe d'abord en revue l'actualité de la semaine. Alors, première actualité qui est tombée, entre guillemets, cette semaine, c'est l'analyse des chiffres du marché des PC. Et j'allais dire, pas beaucoup de sources d'espoir. C'est vraiment pas un marché forcément très très dynamique. En tout cas, l'année 2016 ne restera pas dans les mémoires comme une année formidable. Non, alors effectivement, l'année 2016 s'inscrira dans la continuité de la baisse qu'on connaît maintenant depuis 5 ans. Donc ça, c'est les chiffres qui viennent d'être publiés à la fois par le Gartner et IDC qui sont assez concordants. Donc on retiendra ceux du Gartner, qui sont, bon, ça ne change pas grand-chose. Alors il y a beaucoup de chiffres, mais on va en donner juste quelques-uns pour situer à peu près les ordres de grandeur. Donc l'année dernière, en 2016, il s'est vendu 270 millions de PC, c'est quand même pas négligeable. On en était à 365 millions en 2011. Donc ça fait quand même une baisse de 27% en 5 ans. Donc c'est quand même un mouvement significatif. Ces ventes-là, elles s'inscrivent dans un contexte global du secteur IT qui lui aussi est en légère, en compression sensible, on va dire, contraction, puisqu'on était à... Alors là aussi, c'est des chiffres qui sont assez importants, donc on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, mais le Gartner évolue à 3800 milliards, le chiffre d'affaires du secteur IT. Donc là-dedans, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui va pour le data center, les services, les logiciels, les télécoms, enfin, dedans, il y a absolument tout. Donc ça, c'était en 2011, et on est passé à un peu moins de 3400 milliards. Donc c'est une baisse de 12%, donc 27% par rapport à 12%. Donc ça veut dire qu'il y a une contraction qui est quand même beaucoup plus forte dans le domaine des PC que dans le reste domaine du secteur. Alors, on le sait, hein, on le dit tout le temps, mais on sait qu'avec tout ce qui est informatique, on fait plus avec moins. C'est-à-dire qu'avec 100$ aujourd'hui, on achète beaucoup plus de puissance qu'il y a 50, qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est clair. Mais enfin, néanmoins, je veux dire, là où on était il y a quelques années sur un marché qui était en développement, en augmentation, on est là, on a changé de dimension. Donc c'est quand même un phénomène intéressant à suivre. Alors évidemment, sur cette période des 5 ans, il y a eu bien sûr des choses qui sont apparues. Il y a les tablettes, c'est clair. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas tout à fait la même chose avec une tablette qu'avec un PC. Mais sur les PC bas de gamme, entre guillemets, il y a forcément une concurrence. Absolument. Il y a eu l'apparition des smartphones qui permettent aussi de faire un certain nombre de choses. Donc, même si on a pas mal d'utilisateurs, même en entreprise, qui ont, je dirais, la palette totale, donc les 3 écrans, je veux dire, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc on arrive à des moments où il faut peut-être sélectionner, et puis où on renouvelle les parcs de manière un petit peu plus, un peu moins rapide. Donc tout ça fait que finalement on arrive à ces chiffres-là. Alors maintenant, si on regarde sur les acteurs, donc le Gartner et IDC proposent le top 5, là il y a eu des mouvements assez intéressants. La montée en puissance de Lenovo, donc ça, on rappelle, Lenovo est un fabricant chinois qui est passé de la 4e à la 1re place et qui, dans ce marché en contraction, est passé de 24 à 55 millions d'unités par an. Donc on voit quand même que là, il y a des gagnants et des perdants. Oui, c'est vraiment le grand gagnant de ce marché. Il y a eu l'apparition d'Apple, ça c'est l'effet iPhone qui a finalement oui, qui a eu un impact sur l'acquisition sur le reste, de la plateforme Mac. et notamment les PC, donc les Mac chez Apple. Et puis donc l'entrée d'Apple a fait la sortie de Toshiba. On a commenté un peu les difficultés de Toshiba ces derniers temps. Et puis les 3 autres acteurs, donc je dirais que bon an mal an, les positions se modifient un petit peu, mais pas de beaucoup. Donc les 3 restants, c'est HP qui est devenu HP Inc. aujourd'hui, c'est Dell et puis Asus. Donc on a un marché sur lequel
Pour résumer, il y a eu une baisse. Va-t-elle continuer? On ne le sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une tendance à long terme qui est celle-là. Et Lenovo est le grand gagnant, sachant qu'on sait que Lenovo vient d'assez loin, puisqu'il avait récupéré l'activité IBM. Enfin, il avait consolidé son activité PC déjà depuis un certain temps. Et il se retrouve aujourd'hui numéro 1 du marché des PC. Donc c'est une belle percée. Sachant qu'en plus, pour finir sur le marché des PC, pas beaucoup de nouveautés à l'horizon, donc pas beaucoup d'innovation du côté d'Intel. Il y a quand même stagnation des performances. Absolument, et puis même dans l'utilisation. Donc d'ailleurs, on le voit bien, Microsoft communique beaucoup moins. Il y a quelques années, l'arrivée de chaque nouvelle version de Windows, c'était un événement considérable. Aujourd'hui, qui en parle, même qui parle de Windows 10 aujourd'hui et de son évolution, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins. Donc on voit bien, le PC est devenu un terminal d'un système. Une commodité en fait. Absolument, absolument. Alors autre sujet de la semaine, qui est pour le coup un sujet largement débattu, c'est l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi. Et là, un nouveau rapport d'un organisme, de ces multiples organismes qui gravitent autour du gouvernement, a analysé l'impact de l'intelligence artificielle et de la robotisation sur le devenir des emplois. Et finalement, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc non plus, mais c'est plus ouvert que ce qu'on pourrait imaginer. Alors effectivement, le Conseil de l'orientation pour l'emploi, donc le CEE, a donc sorti un rapport qui est moins alarmiste que les rapports précédents, pas du même organisme, mais d'autres organismes, parce que sur le sujet, il y en a qui sortent tous les jours. Et ce qui laisserait finalement à penser que sur le sujet, il faut être extrêmement prudent parce que, je veux dire, on est sur des prévisions qui sont basées sur des choses qui sont, sur des hypothèses qui restent à vérifier. Donc, je veux dire, il faut être absolument, extrêmement prudent. Alors, le CEE, lui, dit qu'en France, il y aura à peu près 10%. Alors, il ne précise pas à quel terme, mais il y aura à moyen terme, on va dire, 10% des emplois qui sont menacés par donc, la robotisation, l'automatisation, la numérisation. D'ailleurs, ces trois notions se recouvrent en partie. Peu, oui. Et puis l'intelligence artificielle. Et donc aussi ce qu'on appelle les algorithmes qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire par le passé. Donc 10%, c'est pas... En soi, ce n'est pas considérable. Néanmoins, si vous ajoutez, il y a déjà 10% de chômage. Si vous ajoutez 10%, on est à 20% de chômage. Donc c'est quand même une situation qui devient extrêmement préoccupante. Alors, ces 10%, ils sont dans la norme, je dirais, des pays de l'OCDE, puisqu'on était à peu près à 9%. Ils sont un peu moins alarmistes que les chiffres qu'avait donné le cabinet McKinsey, qui lui était beaucoup plus... Oui, qui parlait d'un emploi sur deux, oui, je crois. alors, il y avait donc McKinsey, il y avait Roland Berger qui avait aussi sorti un rapport très, très alarmiste, où les chiffres étaient, c'était pas 10%, mais c'était beaucoup plus... C'était sur un plus long terme, donc ça dépend si on parle à 2 ans, à 5 ans, à 15 ans, c'est très difficile. Mais pour l'heure, si on prend un exemple simple, la semaine dernière est tombée l'info que Auchan allait supprimer 2000 emplois de caisse. Donc, parce que, on le voit bien, quand on fait ses courses, il y a de plus en plus d'automates pour faire ses achats, et donc disparition des caissières. Alors on dit des hôtesses de caisse parce que c'est mieux, mais en tout cas le résultat il est là, c'est que ce genre d'emploi va avoir tendance à disparaître. Donc nouveau rapport, moins alarmiste, mais encore une fois restons extrêmement prudents sur la question. Alors on passe pour le coup là encore une fois un petit sujet complètement différent. On parle de mémoire et de nouvelles technologies en matière de mémoire avec toujours une tendance à l'innovation sur cette fameuse perspective de la mémoire qui soit comment dirais-je, non plus volatile, mais permanente, mais qui reste quand même rapide. Donc on est à mi-chemin entre la mémoire vive et les SSD, et là-dessus il y a toujours
un gros travail avec des annonces, mais qui ne sont pas encore complètement concrètes. Non, alors là, effectivement, c'est une nouvelle technologie qui est issue de ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Donc ne me demandez pas trop en détail ce dont ils retournent, mais on voit bien qu'on est dans l'univers carboné, on n'est pas dans le silicium, donc on change de substrat. Et donc c'est une technologie qui est relativement ancienne, puisque c'est une petite société du Massachusetts, cette fois, et non pas de Californie, qui s'appelle Nantero, qui a sorti cette nouvelle technologie en 2001. Donc ça remonte à loin. Et donc finalement ça ressurgit. Et c'est un cabinet qui s'appelle BCC Research qui a finalement basé sur ses travaux et sur le fait que Fujitsu Technologies commence la fabrication en volume de ces nouvelles mémoires, prédit un avenir plutôt radieux pour ces nouvelles mémoires. Donc je dirais que dans ce domaine, on est plutôt proche de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire vive au niveau de l'ordinateur, donc c'est un peu comme les SSD, sauf que la grande différence, c'est que comme les SSD, ce sont des mémoires qui sont non volatiles. C'est-à-dire quand vous coupez le courant, ça garde l'information. Ça garde l'information. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Et puis par rapport aux mémoires standard, flash, c'est a priori 1000 fois plus performant. Donc évidemment, on conçoit bien qu'il y a un intérêt. Bien sûr. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça va déboucher? C'est pas sûr. D'autant que je dirais qu'on a aujourd'hui une palette de technologies, on en a au moins 5 ou 6 différentes. On en a déjà parlé, présenté certaines. Il y avait le 3D X-Point de Micron et d'Intel. Exactement. Il y avait le même Restore de HP. Il y avait la Fast Change Memory d'IBM. Donc je dirais qu'on a au moins 5 ou 6 technologies alternatives qui en ce moment sont sur le terrain pour à la fois compléter ou substituer ce qui existe. Voilà. Donc c'est évidemment, je dirais, intéressant dans le sens où on sait qu'on va avoir besoin toujours de beaucoup plus de performance. Donc je dirais qu'on en a, pour le dire un peu de manière triviale, on en a sous le pied. Maintenant, sur ces 5 ou 6, vraisemblablement, d'ailleurs c'est ce que dit le cabinet BCC Research, il dit qu'il y en a seulement peut-être une ou deux qui vont émerger. Donc laquelle de toutes celles-là? Les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts et je ne ferai pas de pronostic. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous attendez une certaine impatience, peut-être pas, mais en tout cas avec intérêt, une étude que Deloitte devrait présenter sur les dernières tendances en matière de data et d'analytics. Voilà, absolument. Donc on parle du big data déjà depuis longtemps, on a présenté les technologies, on commence à montrer quelques applications. Et donc là, c'est le cabinet Deloitte qui va présenter, publier une étude sur l'utilisation des big data de manière assez concrète, puisqu'on va balayer 5 métiers de l'entreprise. Donc il y aura la finance, il y aura le marketing, il y aura les achats et la supply chain, il y aura les ressources humaines et il y aura l'audit et puis tout ce qui est études de risque. Et on sait que dans ces différents domaines, le big data peut avoir des utilisations extrêmement différentes et aussi peut poser peut-être des problèmes. Par exemple, l'utilisation des big data dans les RH, on voit bien qu'il y a un peu la crainte du Big Brother qui est derrière là. Dans le domaine du marketing, on voit déjà l'effet que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'en gros, si on combine le big data et le temps réel, on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge d'informations. L'infobésité, donc qui est un peu fatigante, on va dire. Donc, des avancées intéressantes que va nous présenter le cabinet Deloitte. Effectivement, peut-être pas avec impatience, mais avec intérêt, on suivra ces résultats. Et puis pour conclure, avant que vous n'échangiez avec notre invité, un petit coup de gueule à propos d'une annonce d'Amazon, puisque ce dernier n'annonce pas moins de la création de 100 000 emplois aux États-Unis, ce qui, quand on sait qu'il y a à peu près, je crois, 240 000 personnes qui sont employées par Amazon,
est quand même assez étonnant. Alors, oui, effectivement, c'est 100 000 par rapport à 230 000. Donc, et 230 000 dans le monde. Dans le Donc, si on fait des petits ratios, ratios. En gros, c'est 2/3 de chiffre d'affaires aux États-Unis, 1/3 à l'étranger. C'est en grande masse, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a peut-être, ça c'est les chiffres fin 2015, donc, parce que le rapport annuel 2016 n'est pas encore publié. Donc, on a peut-être, je dirais, 160 000 aux États-Unis. Comment prétendent-ils créer 100 000 emplois en 18 mois? C'est 18 mois, même en 18 mois. Donc, tout ça est un peu agaçant dans la mesure où ça fait partie du contexte actuel aux États-Unis, où en gros on a un Donald Trump qui a le langage qu'on sait, et donc il semblerait que les entreprises aient le discours qui va bien pour essayer de bien se faire voir par l'administration. C'est quand même c'est un peu fatigant. Un peu fatigant, oui. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on regardera dans 18 mois ce qu'il en est, puisqu'on aura les chiffres. Eh bien, Guillaume prend date, et nos lecteurs également. Merci en tout cas pour ce décryptage. Et puis, je vous propose de vous laisser en compagnie de Richard Frane, qui est le Country Manager de CA Technologies, pour échanger sur l'actualité du secteur et son actualité, bien entendu. Bien, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Richard Frane, qui est directeur général de CA Technologies France. Richard Frane, bonjour. Bonjour Guy, merci de me recevoir. Comme vous le savez, chaque semaine, on commence par l'actualité de la semaine qu'a retenu notre invité. Donc, pour vous, quelle a été l'actualité, je dirais, de la semaine passée ou des semaines passées qui a retenu plus particulièrement votre attention? Alors, je ne sais pas si je dois parler d'actualité ou malheureusement de quotidien, mais clairement, ce qui m'a marqué et me marque est le climat de tension que crée le terrorisme international et en France. C'est quelque chose qui me marque de manière importante. Et aussi, ce qui me marque, c'est la réaction des démocraties que nous sommes à ce terrorisme. Cette réaction qui nous amène dans un domaine, je ne vais pas dire de nationalisme, mais on va dire de protectionnisme ou d'isolationnisme. Voilà. Et je suis un peu perturbé par cela. Je me rappelle quand, dans les années 90, on célébrait la chute du mur de Berlin ou l'ouverture du tunnel sous la Manche. Et aujourd'hui, je vois des personnes... Plutôt tendance à construire des murs. Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on construit des murs, on est populaire grâce à cela. Et quant à moi, je continuerai à préférer célébrer la construction de ponts qui réunit les gens plutôt que de murs qui les divisent. Voilà. Alors effectivement, donc terrorisme, mais comme on est nous dans le secteur IT, ça se diffuse au-delà du secteur physique pour aller sur le secteur virtuel. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à dire finalement. Vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier, sur le sujet qui est très alarmant, puisque, alors je ne vais pas parler du cyberterrorisme et de l'élection des États-Unis avec Donald Trump et Hillary Clinton, mais si je prends simplement ce qui est la piraterie économique, j'ai vu que l'on disait que la piraterie pour 2016 aura rapporté aux hackers 2500 milliards de dollars, ce qui est incroyable, ce qui est une somme incroyable. C'est en gros, en ordre de grandeur, c'est le budget de la France. Donc oui, absolument. Et puis c'est 5 fois le montant estimé de l'an passé, donc 500% de croissance, ce qui est extrêmement inquiétant. Ce qui est presque aussi inquiétant, c'est que c'est une faille majeure identifiée par jour, donc on ne sait pas quelle est la partie émergée de l'iceberg. Celles-ci, ce ne sont que les failles majeures identifiées. Et puisqu'on est dans le domaine IT et qu'on est notamment en tant que c'est un fournisseur aussi de solutions de sécurité, ce qui m'inquiète presque autant, c'est de voir que dans le même sondage, il était mentionné que 70% des entreprises considéraient qu'elles étaient tout à fait bien protégées contre les cyberattaques
et j'ai peur que ce chiffre soit fortement optimiste. Donc le message « dormez tranquille, bonnes gens » n'est pas tout à fait d'actualité. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Ok. Alors on va rentrer un peu plus maintenant sur CA Technologies. Donc tout le monde vous connaît. Néanmoins, je me demande même s'il n'y a pas certains de vos clients qui vous appellent pas encore Computer Associates, parce qu'il y a eu un changement de nom il y a quelques années, donc de Computer Associates à CA Technologies, et l'entreprise que vous étiez à ce moment-là n'est certainement pas celle que vous êtes aujourd'hui. Donc est-ce que si vous aviez le pitch de CA Technologies en, je dirais, 1 minute, comment vous présenteriez l'entreprise aujourd'hui? Alors, avant de présenter l'entreprise, je vais revenir à ce que vous avez dit, parce que vous aussi, je pense que vous êtes optimiste, Guy. Je suis ravi que vous pensiez que tout le monde nous connaît. Moi, j'ai quelques doutes, notamment en France. Je pense qu'on a 4 niveaux de connaissance de CA. Tout le monde du secteur, j'entends. Oui, oui. Eh bien, je pense que même dans le secteur, le premier niveau de non-connaissance, je vais dire, c'est que malheureusement encore des entreprises, des gens dans les entreprises ne connaissent pas CA Technologies, ce qui est une première chose. La deuxième chose, pour faire un trait d'humeur et d'humour, certains pensent qu'on est le département informatique d'une grande banque française, puisqu'en France, on porte le même nom que le département IT d'une grande banque française. Et puis, comme vous l'avez dit, le troisième niveau, des gens connaissent Computer Associates et font référence à la société qu'on était, c'est-à-dire une société des années 70, 80, 90, orientée purement mainframe, ce qui est loin de ce qu'on est aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a même un quatrième niveau qui est les gens qui connaissent un pan de notre offre, que ce soit API, que ce soit Agile, que ce soit sécurité, que ce soit DevOps, qui nous identifie sur un de ces thèmes-là, sans avoir, je dirais, la vue globale. Donc effectivement, on a changé, on n'est plus cette société. Aujourd'hui, on est une société qui a l'ambition d'aider ses clients sur l'ensemble du cycle de vie de l'application de ses clients. Voilà, c'est-à-dire de la conception de cette application, de son développement, des tests qui vont avec, de son déploiement, de sa manageabilité et même de la sécurisation de cette application. Tout cela dans un process à la fois d'agilité et d'innovation constante. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde de la transformation digitale et les deux choses qu'on pense devoir amener aux entreprises qui sont nos clients, c'est leur donner la capacité d'innover et de se différencier en temps réel, rapidement et de manière constante. Alors effectivement, on avait l'image de Computer Associates comme une société qui procédait par acquisition. Charles Mong était un financier qui s'intéressait à l'informatique et donc qui rachetait en permanence des entreprises. Donc vous avez complètement changé, je dirais, de périmètre et c'est sans doute ce qui explique un peu le fait que, je dirais, depuis 20 ans, si on regarde les chiffres, et j'ai fait ça ce matin pour alimenter un petit peu la discussion, si on regarde les chiffres, votre chiffre d'affaires est bloqué à 4 milliards de dollars, entre 4 et 5, depuis une vingtaine d'années. Donc dans un secteur qui est en pleine croissance, enfin qui est en croissance quand même, un peu moins ces dernières années d'ailleurs, ça pose un petit problème, mais ceci explique cela d'une certaine manière. Oui, oui, absolument. Alors, vous avez bien résumé la situation, c'est-à-dire qu'il y a le Computer Associates qui, jusqu'à son changement de nom à Séville, était une entreprise, comme vous l'avez dit, une entreprise financière qui avait trouvé dans l'édition logicielle un secteur d'activité porteur et générateur de marge. Et donc, on a fonctionné comme cela pendant des années, faisant des acquisitions sur une base et une métrique qui était une métrique financière, et puis générant comme ça permettant d'aller relever les compteurs, si je puis dire. Oui, oui, de manière un peu triviale. Générant de la marge, de la bonne santé. On était la première société de développement logiciel indépendante à atteindre le $1 milliard. Voilà, toute cette logique financière qui a amené beaucoup d'acquisitions, comme vous l'avez dit, a duré jusqu'au milieu, jusqu'aux années 2010. Et puis aux années 2010, changement complet. On se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et là, on prend une logique différente qui est une logique industrielle d'éditeur logiciel.
Alors, si on rentre un peu dans le détail de vos activités, donc assez couramment, vous présentez trois axes de développement. Donc, il y a le développement agile, donc il y a le mot agile qui est important. Il y a le DevOps, donc c'est la jointure entre le Dev et le Ops, comme son nom l'indique. Et puis, il y a la sécurité sur laquelle vous êtes présent depuis un certain temps. Mes deux questions, c'est est-ce que finalement l'agilité et le DevOps, ce n'est pas les deux faces d'un même sujet? Et puis comme vous êtes sur la sécurité et qu'aujourd'hui, il y a, dans l'appellation DevOps, on parle aujourd'hui de DevSecOps, c'est-à-dire qu'on intègre la sécurité là-dedans, est-ce que finalement, vous n'êtes pas bien positionné pour répondre à cette nouvelle problématique? Oui, je pense que vous avez complètement raison sur ce sujet-là. Ce sont trois volets d'un même objectif et d'un même souci. Encore une fois, la vision que nous avons de ce qui est la transformation digitale, j'aime pas tellement le mot transformation digitale, on va dire transformation des modèles d'affaires, motorisés par la transformation digitale. Oui, il y a quand même de l'informatique en dessous, dans tout ça. L'informatique est en dessous, et finalement, tout est application, tout est IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première interaction entre un fournisseur et son client, elle est digitale. Et cette première expérience, on ne peut pas la rater, sinon le client part ailleurs. Et donc, nous, ce que l'on veut faire, c'est aider nos clients, qui sont donc les fournisseurs, à devenir pertinents, agiles, rapides, pour que cette première expérience avec leurs propres clients soit réussie. Voilà. Et donc pour cela, ça nécessite bien de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de l'application qu'ils vont mettre à disposition des utilisateurs pour cette première expérience digitale. Voilà. On sait comment aujourd'hui les clients sont connectés, informés et volatiles. Et donc notre mission, c'est d'aider nos entreprises clientes à continuer à adresser de la manière la plus efficace et la plus dynamique possible ces clients connectés, informés et volatiles. Alors vous dites qu'il faut réussir la première expérience, mais il faut aussi réussir les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer des systèmes robustes, parce que sinon, ça va bien marcher un temps, mais ça va s'effondrer par la suite. Absolument. Et là, vous revenez sur deux sujets qui nous sont chers, qui sont ce qu'on appelle en anglais le continuous delivery, et bien sûr la sécurisation. C'est-à-dire qu'une fois que le client interagit avec vous, transacte avec vous, premièrement, ce qu'il attend le jour J ne sera pas forcément ce qu'il attendra le jour J+1. Donc il va falloir que vous évoluiez sans arrêt sur votre application, sur les services que vous proposez pour ne pas être disrupté vous-même. Il suffit de voir par exemple toutes les applications qui se sont développées autour de Airbnb, par exemple, et qui ne sont pas des applications Airbnb pour améliorer soit l'expérience du client qui loue, soit l'expérience du loueur. Donc notre travail, c'est de s'assurer qu'il y ait sans arrêt une mise à jour dynamique des applications, sans interruption de service et avec de nouvelles fonctionnalités offertes. Et bien évidemment, on doit sécuriser cela. Alors quand on dit sécuriser cela, et sécuriser la donnée, ce n'est pas simplement sécuriser la transaction, ce n'est pas simplement sécuriser le business de notre client, mais c'est sécuriser celui du client de notre client, sa privacy, la confidentialité de ses données, la confidentialité de son identité, et ouvrir le plus possible le système de nos clients, puisque c'est eux qui vont être amenés à interagir, tout en assurant la sécurité de l'ensemble des transactions. Très bien. Alors, vous avez mentionné Airbnb, ça m'amène à poser une autre question. Vous avez pas mal communiqué depuis 2 ans sur, je dirais, les API et la gestion des API. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples de ce que vous faites pour certains de vos clients? Parce qu'on sait ce que c'est qu'une API, on imagine un peu ce que ça peut être la gestion d'une API ou d'API, la constitution d'écosystèmes. Est-ce que vous pourriez donner ça et le traduire sur un exemple d'un de vos clients? Comme vous êtes permis de me relancer sur Airbnb, je vais rester dans le domaine de l'hôtellerie. Accor Hotel est un de nos clients dans le domaine de l'API. Et comme vous le savez, Accor Hotel, en réaction avec Airbnb et aussi en prévision du futur business model,
a décidé au sein du programme de transformation digitale mis en place par Sébastien Bazin de constituer une place de marché des réservations, incluant Accor et des partenaires d'autres écosystèmes, puisqu'on est dans un système de compétition maintenant. Et cette marketplace repose sur les API de CA Technologies. Et donc, c'est vous qui en faites la gestion. Et ces API sont disponibles, elles sont sur le cloud, elles sont disponibles sur place. Comment ça fonctionne? Elles sont à disposition d'Accor, qui met sa marketplace sur le cloud à disposition de ses partenaires. Ses partenaires. Et ça fait combien de temps que ça fonctionne? Ça doit faire à peu près 18 mois que c'est en place. Donc c'est quelque chose qui tourne, enfin on n'est pas là au niveau du prototype, c'est de la production. Ah oui, absolument. Absolument. Oui, la transformation digitale, elle est là, elle n'est pas pour le futur. Alors, pour terminer cet entretien assez complet, on parlait tout à l'heure de CA Computer Associates. Finalement, votre métier d'origine, le mainframe, il est toujours présent dans votre portefeuille d'activités. Est-ce que vous pourriez dire à quelle place et quel horizon vous voyez pour le mainframe? Est-ce que vous pensez que finalement ça va gentiment disparaître ou est-ce qu'il y a encore un bel avenir pour les mainframes avec finalement un fournisseur aujourd'hui, c'est IBM, parce que les autres ont disparu? Alors oui, je devrais effectivement laisser IBM répondre à cette question parce qu'ils y répondraient mieux que moi. Oui, c'est une place toujours importante chez CA Technologies puisque d'abord en termes de chiffre d'affaires, c'est encore aujourd'hui la moitié de notre chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est très important. Donc c'est très important. Deuxièmement, on en est fier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les trains de la SNCF roulent, c'est aussi grâce à nos technologies. Et si vous arrivez en retard, c'est aussi grâce à votre technologie? On doit être responsable quelque part, peut-être. Si les banques fonctionnent, c'est grâce aussi à ces technologies. On a notre brique de l'édifice, donc on est très fiers de ce que l'on fait. Et on est aussi content parce que, pour être tout à fait franc, si nous avons pu nous réinventer et être aujourd'hui un partenaire majeur de grands clients sur leur transformation digitale, c'est aussi parce que le chiffre d'affaires généré par la partie mainframe nous a permis de faire d'énormes efforts de recherche et développement sur les nouveaux sujets que vous avez évoqués, le Agile, le DevOps, la sécurité, etc. Voilà. Mort ou pas mort, alors écoutez, pour être franc, je suis mal placé pour y répondre. Bon, cela dit, ça fait 40 ans qu'on dit que le mainframe va mourir. Donc, j'ai sévi il y a très longtemps dans une société qui s'appelait Sequent Computer et qui faisait des mainframes sous Unix. Et avec le Gartner, on expliquait que le mainframe était mort. Et c'était effectivement il y a 25 ans, pour me rajeunir. Donc, il était mort il y a 25 ans, mais a priori, il est toujours en bonne santé aujourd'hui. Je sais qu'IBM fait énormément de développement sur le sujet. Ils annoncent Z-Cloud, etc. Donc, vous dire que c'est l'architecture de demain, j'irai pas jusque-là. Vous dire qu'a priori, il y en a encore pour quelques années, vu l'arrivée du Z13 et autres. Je pense que les clients et IBM peuvent être rassurés sur le sujet. Écoutez, je propose dans l'immédiat qu'on attende le Z14. Je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Et en tout cas, Richard Fresne, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Guy pour votre accueil. Eh bien, merci à Richard Fresne, merci Guy pour cette interview. Merci à vous, chers auditeurs. Et puis je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt, merci.